Je ne vais pas vous mentir, mais en termes d'ambiance, je ne m'attendais pas du tout à ça pour le film. 28 ans plus tard. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, casez tranquille, après on va tout spoiler. 28 ans après l'apparition d'un virus qui transforme les êtres humains en infectés foudrage, une communauté s'est créée sur une île isolée en Grande-Bretagne. Cette communauté vit paisiblement, mais un événement va faire que leur vie va changer pour toujours. Et avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise vraiment tous les jours. C'est simple, je vous mettrai dans la description et le commentaire épinglé des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez, que ce soit Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VSTFR et même la VEF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez le très bon film Je suis toujours là, vous avez Paddington au Pérou ou La chambre d'à côté. Sur Disney+, vous avez déjà des films comme Blanche-Neige, Captain America, Brave New World ou encore Un parfait inconnu. Si vous voulez voir des films comme Better Man, il faut vous connecter à l'application officielle Paramount+, avec votre compte Paramount ou votre compte Canal, ça fonctionne, mais connectez-vous à l'application pour voir ce genre de films. Et il y aura aussi des films comme Sonic 3 par exemple. De même pour HBO Max, connectez-vous directement à l'application Max, peu importe avec quel compte, mais vous avez plein de films dessus. Mickey 17, The Brutalist, Queer, Altonites ou Parthénopée. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Suffit de prendre un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie ou la Bulgarie où c'est moins cher et facile d'accès. Ne vous inquiétez pas, il y a plein de tutos en ligne qui vous disent encore aujourd'hui comment faire aisément et ça marche sur plein d'autres abonnements comme Letterboxd Patron qui sera pour moins cher aussi. Et vous le savez maintenant en France, certains sites pour adultes ne sont plus disponibles. Donc si vous voulez continuer de vous Michael B. le Jordan, il faut avoir un VPN. En plus, vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit la Wi-Fi de l'aéroport, de l'université, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et cela sans aucun problème. Vraiment, tout le monde peut le faire, en quelques clics, c'est réglé. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Cela fait plus de 20 ans que le premier film est sorti, rappelez-vous, 2002, enfin rappelez-vous, j'ai dit ça comme si j'étais en âge d'aller voir ce film à l'époque, mais ça fait un moment qu'on attendait tous une suite à 28 jours plus tard, mais aussi à 28 semaines plus tard. J'ai revu les deux films la semaine dernière, je prépare une vidéo ce week-end critique des deux premiers films et j'irai revoir celui-ci pour une grosse vidéo saga comme d'habitude, comme j'ai fait pour Mission Impossible. Et d'ailleurs pour ceux qui se posent la question, parce que rappelez-vous, c'est pas un spoiler pour le deuxième film pour ceux qui l'ont pas vu, mais grosso modo la scène post-générique du deuxième film, c'est littéralement les zombies qui envahissent Paris. Et bien ça c'est vite réglé dans ce film-là avec un texte au début qui dit qu'en fait l'Europe a réussi à ne pas être contaminée et à repousser les infectés en Grande-Bretagne. Du coup dans 28 ans plus tard, c'est que le Royaume-Uni et les îles britanniques, on va dire de manière générale, qui sont affectés. Genre le reste du monde vit normalement. On en parlera évidemment dans la critique, mais voilà, pour ceux qui se posaient la question, oui, 28 semaines plus tard, et canon à l'histoire tout de même. Ils l'ont pas juste supprimé, il est important quand même à cette œuvre-là, et d'ailleurs avec pas mal de parallèles, mais grosso modo, ce qui est intéressant, c'est que 28 semaines plus tard, c'était pas du tout la même équipe qui s'en occupait. L'équipe de base, c'est évidemment Danny Boyle, le réalisateur, et Alex Garland. Alex Garland qui maintenant se fait connaître pour beaucoup de réalisations. C'est lui qui va réaliser le prochain film, enfin le premier film Elden Ring, et qui a fait Annihilation, que moi j'aime beaucoup, qui a fait Men, qui a fait aussi récemment co-réalisé Warfare. Enfin bref, il a fait pas mal de films que les gens aiment beaucoup, mais à la base, c'est un scénariste. Enfin, à la base même, c'est un mec qui écrit des livres, un auteur, mais là, depuis quelques années, il réalise et écrit. Et là, ils ont refait alliance, ces deux hommes. Danny Boyle qui n'a pas fait de film depuis quelques années, et son dernier était Yesterday, qui est peut-être son pire film, entre guillemets. Mais là, ils sont de retour, l'équipe originale de 28 jours plus tard, et ils font du coup le fameux 28 années. À la base, ils voulaient faire 28 mois, mais c'est trop tard quoi. Je veux dire, il y a un moment, ça fait 20 ans, ils se sont dit ça n'avait aucun sens de faire 28 mois, ils allaient directement faire les 28 ans. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que quand même, le premier film a une esthétique très particulière. C'est grâce à un homme, Anthony Dodd Mantle, qui est de nouveau le chef-op du film. Il était chef-op sur 28 jours, il n'était pas chef-op sur 28 semaines, c'est pour ça que l'esthétique de 28 semaines est aussi très différente pour le coup, mais là, il est de nouveau le chef-op du film, et ce qui est intéressant, c'est que c'est le début d'une toute nouvelle trilogie. Le prochain film sort en janvier, et oui, il a déjà été tourné, ça s'appelle 28 ans plus tard, Born Temple. Bon, j'imagine ça fait référence à cette scène-là du film, on en parlera évidemment, surtout en spoiler. Et un troisième film en théorie est prévu aussi, si
le premier film a du succès, si le deuxième a du succès, et si ils arrivent à utiliser Cillian Murphy pour booster, on va dire, le marketing du troisième film et le faire. Parce que oui, Cillian Murphy est producteur du film. Cependant, est-ce qu'il est dans le film? Je ne vais pas vous le révéler ici, je ne vais pas vous le spoiler, mais à la base, ils ont dit que Cillian sera dans le premier film. Ensuite, ils ont dit non, il n'est pas dans le premier, il est que dans le deuxième. Et au fait, ils ont dit ouais, il est dans le deuxième, mais pas beaucoup. Il faudra attendre le troisième film pour voir réellement Cillian. Qu'est-ce qu'il en est? On en reparlera évidemment en partie spoiler. Mais du coup, est-ce que ce film, cette suite, 20 ans après, vaut le détour? Dans ce film-là, on va suivre une famille, un père, un fils et une mère. Et le père va décider d'emmener son fils chasser pour la première fois à l'extérieur de l'île. C'est une sorte d'événement dans cette communauté sur l'île, sauf que les choses ne vont pas se passer comme prévu. Et là où j'ai été particulièrement étonné, c'est l'ambiance générale du film. Je m'attendais pas, vu les premières bandes annonces, d'avoir une ambiance très particulière. Disons les choses. Et c'est peut-être une critique qu'on peut faire au film, c'est que l'ambiance est étrange. C'est-à-dire que ça va mélanger pendant pas mal de séquences du film un délire très pop, rock, britannique, même punk, c'est assez particulier pour ce genre de film. Quand vous avez vu le premier et le deuxième, vous vous dites ok, d'accord, pourquoi pas, mais l'énergie est très pop rock punk. Voilà, c'est comme ça que je peux le décrire pour le coup en fonction des séquences. Parfois il y a des séquences plus horrifiques avec, vous savez, le fameux poème qui passait à la radio, le fameux Boots qu'on a entendu dans les bandes annonces, qui donne des séquences assez voilà, horrifiques, angoissantes, et un côté très années 2000. Pour le coup, on s'attendait pas du tout à cette ambiance-là, et je pense que l'ambiance du deuxième sera encore plus barrée que l'ambiance du premier. Et là, il y a une vraie inégalité dans l'ambiance qui m'a pas déplu. Moi, j'aime bien le délire différent, comme ça on peut dire, voilà, les trois films sont différents dans l'ambiance, dans la tonalité, mais c'est pas un film d'horreur, c'est plus un film d'action, un peu horrifique, évidemment, et il y a une sorte de spectre de tonalité qui m'a un peu déstabilisé au début. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? C'est pour ça que je pense que mon second visionnage du film sera un peu différent, parce que ça m'a vraiment perturbé un petit peu. Donc ne vous attendez juste pas au film d'horreur méga flippant. Le premier était bien plus angoissant, bien plus flippant. Le deuxième était plus action. Là, c'est un peu un mélange des deux. Voilà, il emprunte beaucoup à 28 jours et même 28 semaines, je dirais. Et pour ceux qui se posent la question, c'est lui le personnage principal. C'est Spike, c'est pas du tout Aaron Taylor Johnson et tout, c'est lui. Alors l'acteur fait un super travail, je trouve qu'il peut porter, alors peut-être pas tout seul, mais il peut porter une œuvre, et c'est intéressant parce qu'en fait c'est son rite initiatique. Le film parle de ça, c'est lui qui doit devenir un homme, et toute l'histoire va tourner autour de lui et de ses parents, et les thématiques aussi. C'est lui le personnage principal. Alors il n'est pas dans le marketing parce qu'il n'est pas connu, en fait l'acteur, il a quasiment rien fait avant. Donc là, pour ceux qui s'attendent à voir Aaron Taylor Johnson, c'est son film et tout, non, c'est le film du jeune homme. Donc voilà, attention par rapport à vos attentes. Et moi, je trouve que c'est un bon choix, je trouve que c'est un choix intelligent. J'en parlerai surtout en spoiler. Et ils sont tous très bons. Le jeune est très bon. Aaron Taylor Johnson, franchement, il est clean. Alors moi, c'est un gars que j'ai toujours trouvé un peu inégal, mais ça dépend de ses rôles. Si on lui donne des bons rôles, il sait bien jouer, il sait faire le taf. Et là, je trouve qu'on lui a donné un bon rôle. Il fait le taf pour le coup. Ralph Fiennes aussi évidemment est très bon. J'en parlerai aussi en spoiler. Mais encore une fois, c'est son film à lui. Là, le gars, le jeune. Donc attention à ça, attention à vos attentes par rapport à ça. Et Jodie Comer aussi, elle est fantastique comme d'hab. Mais c'est pas son film, c'est le film du gamin. Donc je le précise bien parce que les gens vont être déçus sinon. Et thématiquement, ça va aborder des thématiques qui étaient déjà présentes évidemment dans les premiers films. Le consumérisme, l'interventionnisme, l'anxiété un peu, je dirais, post-11 septembre qui s'est fait ressentir aussi, mine de rien, dans tout le monde occidental, même si c'est un film britannique, une saga britannique, même s'il y a quand même les États-Unis dans le deuxième film, beaucoup la nature humaine, comme d'habitude, la violence, la barbarie, la rage intérieure, la religion, qui fait un grand comeback dans ce film-là et qui sera, d'après moi, peut-être la thématique principale, on va dire, de cette trilogie, à voir dans quelle direction va aller le deuxième film. Et de manière générale, ce qui est vraiment important, parce que ça c'est des thématiques, on va dire, des deux premiers films, mais ce qui est hyper crucial dans ce film-là, c'est la thématique sur la parenté, sur le fait d'être un père ou une mère. L'enfance est hyper importante dans l'œuvre, et surtout l'appartenance à un groupe social. C'est encore une fois un lien avec la religion, la société, même un petit peu le consumérisme, mais la manière dont c'est traité, j'ai trouvé que c'était la chose la plus réussie du film, et surtout par rapport au premier film qui parlait un peu de ça, hein, soyons honnêtes, voilà, l'enfance, il y avait ce père, sa fille et tout, bon, vous avez vu le premier film j'imagine, et ça parle aussi beaucoup de mort en lien avec la religion, mais pas que j'ai beaucoup aimé, mais ça j'en parlerai plus en détail en spoiler. Mais là où je pense que le film va pas mal diviser aussi, c'est qu'il y a trois parties qui sont quand même bien distinctes au film, hein. Je veux dire, la première partie, je pense que les gens vont adorer, la troisième aussi, la deuxième va faire un peu tâche, je pense que la deuxième partie du film avec un personnage en particulier va déranger pas mal de personnes, mais ce qui est cool, c'est quand même ça a une vibe 28 semaines et 28 jours en fonction des parties qu'on regarde de ce film-là, et ça ne souffre pas
non plus du fait d'être une partie 1, parce qu'en réalité, oui, ça finit sur un cliffhanger, parce que c'est une partie 1 d'une trilogie, mais l'intrigue principale se conclut tout de même. Je veux dire, c'est pas un cliffhanger où ça serait en plein milieu de l'action, c'est une vraie fin et ça fait plaisir. Ça, c'est vraiment satisfaisant. Et en même temps, même si ça s'inspire évidemment beaucoup du premier, du deuxième, ça apporte quand même sa propre, on va dire, imagination à l'œuvre de manière générale. Ils ont fait ce film parce qu'ils avaient des idées pour faire le film. C'est pas juste, on a besoin de faire une suite et tout. Non, ils avaient un plan pour un film, une trilogie, et c'est ce qu'ils vont faire. Alors juste attention, c'est pas Danny Boyle qui va réaliser le prochain film, c'est Nia DaCosta qui avait réalisé le Candyman récemment. Donc à voir ce que ça va donner. Et Danny Boyle, si le film se fait, le troisième, il va le réaliser. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est quand même cette communauté qui est isolée par la marée. Et oui, c'est une île, mais on peut y accéder qu'à certains moments de la journée parce qu'il y a la marée haute, marée basse. Et c'est intéressant surtout par rapport au développement des personnages et au comportement de cette communauté ici, qui peut paraître un peu sectaire à certains moments aussi. J'en parlerai en spoiler. Donc c'est l'un des lieux, et le deuxième lieu, c'est évidemment la forêt de manière générale, j'ai envie de vous dire, parce que l'île, elle est là, elle est toute seule et tout, mais la forêt, elle, sera l'autre lieu principal de l'œuvre où il y aura les infectés qui ont évolué. C'est dans le marketing, il y a marqué It Evolved, qui ont peu de visibilité ici, que ce soit les infectés ou les humains, parce qu'il y a évidemment les vestiges du passé, des villes, des maisons. En même temps, la forêt, ça cache un peu ce qu'on peut voir de manière générale. Il y a peut-être un peu des choses qui peuvent se camoufler, des choses comme ça. Donc, c'est grosso modo les deux gros endroits de l'œuvre. Il y en a un troisième que j'ai pas envie de spoiler ici, mais ça qui va être peut-être un peu rébarbatif, c'est que oui, les lieux sont bien, mais je trouve quand même que le film tient pas mal par la main, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de choses très explicatives pour expliquer en théorie à l'enfant qui est là, sa première excursion extérieure, mais c'est surtout pour le spectateur. Et il y a aussi un personnage qui est vraiment chiant, j'en parlerai encore une fois en spoiler. Mais c'est là qu'en termes de réalisation, je pense que le film va aussi pas mal diviser par rapport à son identité. C'est-à-dire que les deux premiers films avaient une identité très précise. Le premier était vraiment fait avec une caméra DV, donc basse qualité, et qui nous plongeait dans une sorte presque de documentaire, tu avais l'impression, tu vois, un truc fauché, sans argent, ce qui était un peu le cas à l'époque, entre guillemets. Ce film coûte beaucoup plus cher, je crois que c'est 60 millions, mais il y avait un truc vraiment fait à la main, docu, qui nous plongeait dans une apocalypse. Le deuxième était plus pro, plus militaire, et celui-ci a une identité aussi différente, mais il alterne entre les deux, entre 28 jours, 28 semaines, et sa propre identité, et ça a été filmé, pour ceux qui ne le savent pas, à l'iPhone Pro Max 15, dans la majorité des plans, alors avec des améliorations, je vais vous montrer des photos juste après, c'est pas une révolution, ça a déjà été fait dans le monde du cinéma, des séries, Soderbergh l'a fait par exemple, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'idée d'avoir un iPhone, ça donne un truc que je trouve plutôt cool, parce qu'il y a un côté voyeuriste hyper intéressant, c'est filmé comme s'il y avait un autre humain avec eux qui ne tenait pas un arc mais une caméra. Donc le côté un peu documentaire, improvisation est hyper présent et j'aime beaucoup ça. Et surtout on dirait que c'est filmé du point de vue d'un infecté. Et ça c'est cool parce que des plans comme ça, en fait il y en a plein. C'est ça qui est vraiment cool, c'est qu'on dirait que c'est un infecté qui se cache, qui les regarde. Et des plans comme ça, il y en a constamment. Et j'adore ces plans, je trouve qu'ils sont super immersifs et ils racontent quelque chose par rapport au fait que quelqu'un pourrait les regarder. Et aussi l'immersion par rapport au spectateur où tu dis au fait tu pourrais être parmi ces gens-là parce que tu tiens la caméra derrière. Donc il y a pas mal de plans comme ça, de bas, comme les infectés qui rampent, des buissons, de loin, on va voir des silhouettes et tout. On voit vraiment ce point de vue des infectés qui est top et je trouve que c'est assez original de ce point de vue-là. Il y a pas mal de plans justement, alors poitrine de une, mais aussi filmé hauteur poitrine d'un être humain. Donc c'est ça qui est vraiment cool. Tu as l'impression d'être derrière eux pendant qu'ils montent, je sais pas, une colline ou des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment cool, mais il y a plein d'approches différentes. Le côté voyeuriste est hyper présent, surtout par rapport au bâtiment. On va montrer les gens tout petits et on va les montrer comme si on était, pareil, un infecté sur le toit. On les regarde rentrer, on sait pas trop comment ça va se passer. Donc c'est ça qui est vraiment, d'après moi, assez réussi, c'est qu'il y aura un côté très claustrophobique, même dans des grandes forêts, dans des grandes plaines, sur des collines, des choses comme ça. Et le format d'image, de manière générale, va donner cette impression de fermeture qui est vraiment agréable et créer une sensation de stress. Et il y aura plein de moments très proches des visages, pour le coup, qui sera aussi, je pense, dans cette veine de nous mettre dans l'action et qui va bien fonctionner. Et ça donne ce côté, encore une fois, très improvisation et un peu fait à la main, alors que c'est pas le cas, quoi. C'est un film
film à moyen budget, qui coûte cher tout de même, donc ils n'ont pas du tout improvisé en réalité. Ils avaient quasiment tout planifié. Peut-être ils ont fait un peu d'impro au jour le jour, hein, mais grosso modo, voilà, c'est pas la technologie de l'époque où ils ont pris une caméra DV et c'est parti. Non, là, ils avaient quand même du matos, vous allez voir. Et il y a un truc quand même assez intéressant qui a fait pas mal de promo et de marketing, c'est le côté bullet time. En gros, vous allez voir, ils ont des iPhones sur une sorte de plaque en métal et ils font un bullet time à la Matrix où ces 20 iPhones vont permettre de filmer une seule séquence extrêmement rapidement. Et au fait, c'est utilisé de manière narrative intelligente parce qu'en gros, quand un zombie va se faire tuer, il y a une flèche qui va partir dans sa tête, il y aura une sorte d'effet bullet time, grosso modo, d'un personnage à un autre. Donc si tu as un personnage qui est là et l'autre là, par exemple, comme dans cette scène, en fait, la manière dont la flèche va impacter, il y aura le bullet time qui va activer la flèche de la part de l'enfant et en même temps on va partir du point de vue de la caméra vers l'adulte. Donc en fait on change littéralement de plan pour montrer l'impact de la mort du zombie et la réaction du père en même temps avec un effet très stylisé qui est plutôt cool. Donc moi j'ai bien aimé cette approche, je l'ai trouvée vraiment intelligente et plutôt bien faite et en même temps tu as plein de plans qui montrent évidemment la vitesse des zombies filmés de très près par rapport à eux, le côté enragé des zombies mais aussi de l'œuvre qui veut être un peu punk et anarchiste à certains moments. Et le côté vitesse sera aussi pas mal représenté par quelques plans drones qui vont aller très très vite, presque aussi vite que ces infectés. Et en même temps, ce qui est cool, qui était jamais dans la trilogie pour l'instant, c'était les plans très fantaisistes. Alors j'ai pas envie de trop en révéler ici, mais tu as des séquences qui font plus cette impression de rêve que de réalité. Vous savez, le premier film faisait un peu documentaire, quoi. Là, c'est un peu l'inverse. Il y a des séquences qui sont tellement stylisées, qui sont dans un délire vraiment fantaisiste que je vais évoquer surtout en spoiler parce que c'est intéressant l'approche que le film a par rapport à ça. Et il y a un truc aussi très très particulier. C'est des images, non pas forcément religieuses, parce qu'il y en a beaucoup des images religieuses, du symbolisme religieux, c'est un classique depuis le premier film. On va voir des images de villes qui sont détruites, mais surtout des images de films de l'époque médiévale. Alors pas de l'époque médiévale forcément, mais qui montrent l'époque médiévale. Et ça qui va être intéressant, c'est le lien entre l'époque médiévale, les flèches, les arcs, l'armée en face qui est déshumanisée comme des zombies, comme si c'était une guerre en réalité. Comme si c'était deux camps opposés qui se faisaient face avec le même intellect, la même vision de l'humanité presque. Et ça, c'est hyper intéressant dans l'idée même que les zombies et les infectés ont évolué. J'en parlerai encore une fois en spoiler, mais j'ai trouvé le fait d'avoir des plans comme ça, donc la vibe documentaire, et qui rajoute des plans d'autres films, comme ça, de nulle part. Pour le coup, j'ai même pas trouvé d'image de ça dans la bande-annonce. Et en même temps, d'autres plans, t'as l'impression que c'est d'autres films, d'autres séquences, t'as l'impression que c'est des plans de la vraie vie, comme il y avait, si ma mémoire est bonne, dans le premier film. Mais c'est que j'ai trouvé ça hyper particulier, mais plutôt intelligent de manière générale. Et oui, on peut critiquer l'ambiance, voilà, Boots avec le poème, la radio, tout ça, qui met très bien dans l'ambiance au début et qui disparaît un peu au fur et à mesure, mais je trouve que le contraste est bien et marche plutôt bien de manière générale par rapport à la mise en scène, par rapport à la musique, par rapport à cette utilisation-là. Et après, il y a plein de trucs qui sont vraiment différents, t'as des plans, voilà, clairement full CGI ou presque, où on voit cette solitude des personnages parce qu'ils sont très loin, on montre qu'ils sont entourés ou par la nature qui peut les tuer ou par des zombies à certains moments. De manière générale, il y a un vrai travail sur les silhouettes, on va voir ces zombies, ces infectés, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont prendre la tête, ouais on ne sait pas des zombies, c'est des infectés, peu importe, en réalité, il y a des silhouettes comme ça de zombies, et au fait ce qui est fort, c'est que une silhouette, c'est une sorte de corps qui est vide, qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas réellement. Et le fait d'avoir des zombies comme ça en mode silhouette, c'est des menaces presque non naturelles, c'est ça qui est intéressant. Donc j'ai beaucoup aimé ça, surtout par rapport à la thématique de l'évolution des infectés, qui est beaucoup montrée comme ça en mise en scène, en ayant des plans comme ça, voilà, c'est la nature et les infectés, est-ce qu'ils font partie de la nature ou pas? On en parlera en spoiler encore une fois, il y a plein de plans qui sont pas du tout droits, qui sont là pour être un peu cassés pour le coup, jamais alignés avec le sol, pour créer cette sensation d'angoisse, de vitesse à certains moments. En vrai, en termes de mise en scène, je trouve que Danny Boyle, il a eu plein d'idées, il y a des plans de nuit qui sont hyper flippants, qui sont jamais utilisés, par contre ça j'ai jamais compris. En fait parfois il y a des flashs de trucs qui sont là, tu dis ok, on dirait des extraits du film que tu es en train de voir et des extraits du prochain film, donc c'est très très particulier, j'ai pas compris, je pense qu'on aura une meilleure visibilité quand la trilogie sera conclue et sortira en salle, mais il y a des plans comme ça, genre de nuit, ça on dirait vraiment une caméra, c'est presque infrarouge qui a été utilisée pour montrer des zombies, et il n'y a aucune scène de nuit qui utilise ça. Il y a des scènes de nuit, hein, mais il n'y en a aucune qui utilise cette esthétique. Une scène comme ça, moi, tout en rouge,
j'aurais trouvé ça hyper badant, ça aurait été génial. Mais en fait non, c'est juste des flashs comme ça qui apparaissent et c'est très bizarre. Donc j'étais un peu déçu par ça pour le coup parce que le reste du film, je trouve qu'il a pas mal d'idées, qui s'en sort plutôt bien et ça fait un truc vraiment lisible. Et les cuts qu'il y a, qui sont très présents quand même, je trouve qu'ils donnaient une vraie lisibilité à l'œuvre. Il y en a beaucoup, ça peut énerver certaines personnes, mais en fait c'était quand même hyper lisible et j'ai trouvé ça vraiment bien parce que ça permet à la fois de respirer pendant un long moment et en même temps de tout balancer et de te mettre mal à l'aise. Par contre, j'étais quand même assez déçu de l'ambiance musicale de manière générale. Il y en a pas, au fait, tout simplement. Là où le premier et le deuxième avaient le même thème que le premier, là, il n'y a pas d'ambiance musicale, c'est pas réutilisé du tout dans l'œuvre et j'ai trouvé ça assez décevant pour le coup parce que quand même la saga c'est aussi une ambiance musicale prenante, flippante, anxiogène. Là le thème n'est jamais utilisé par exemple et je sais pas c'est quoi ce choix, pourquoi comme ça, mais quand même pour moi c'était aussi une ambiance musicale particulière. Là il y a le côté pop, rock, punk, un peu anarchiste. Bon, voilà, je sais pas ce que j'en pense pour l'instant, mais j'étais un peu déçu de pas avoir le thème principal. C'est pas la fin du monde, hein, mais voilà, c'est quand même un film que je trouve, mine de rien, par rapport à ça, un peu sage. Il tente plein de trucs visuellement et tout, mais je trouve qu'il est un peu sage. Je trouve que les deux précédents films allaient un peu plus loin que celui-ci durant certaines séquences et il est moins déstabilisant. Peut-être on s'est habitué, hein, j'en sais rien. Moi je les ai revus récemment. Le premier est quand même assez déstabilisant, disons les choses. Le deuxième un peu moins, mais le premier, même aujourd'hui, il y a des scènes qui sont assez dures, assez brutales. Là, le film n'a pas vraiment ça, ce qui peut être une déception pour beaucoup de personnes. Et je vous l'avais dit, je voulais vous montrer des photos du coup de l'iPhone. Vous voyez, c'est bel et bien un iPhone, mais bon. Voilà l'équipement avec, hein. C'est pas juste un iPhone, c'est un sacré équipement et c'est comme ça qu'ils ont fait le bullet time, hein. Pour ceux que ça intéresse, vous avez ici les différents iPhones, ils passaient d'un iPhone à l'autre et en même temps une autre séquence. Alors je vais cacher le zombie qui est juste là parce qu'il est nu et j'ai pas envie de me faire strike avec encore une fois des iPhones, cette fois-ci en studio. Donc c'est intéressant, c'est un choix et c'est plutôt bien utilisé de passer d'un iPhone à un autre comme ça. En termes de montage, c'était clean et j'ai vraiment bien apprécié pour le coup. Pour conclure, concernant 28 ans plus tard, j'ai vraiment passé un bon moment, j'ai bien kiffé, je trouve que c'est un bon film, même un beau film à certains moments, plein d'idées de mise en scène, j'ai bien aimé le développement des personnages que je vais évoquer surtout en spoiler, j'ai trouvé le rythme assez bon, 1h50, ça passe vite, il y a quelques déceptions sur la musique et d'autres trucs en termes de tonalité, d'ambiance, même un petit peu de mise en scène, il y a quelques trucs qui m'ont un peu embêté, mais grosso modo, ça donne envie de voir la suite sans finir sur un énorme cliffhanger super chiant et tout ça te hype bien, c'est cool que la suite arrive juste après d'ailleurs en janvier, mais oui, c'est bien. C'est pas aussi bien que le premier, je trouve le premier c'était quand même un truc assez unique, original et prenant, mais je pense que les gens vont adorer, je pense que les gens vont vraiment apprécier. Moi, c'était mon cas, faut que j'aille le revoir, voir si je veux le revoir un peu à la baisse ou à la hausse ou pareil, mais c'était un super moment. Je pense qu'un deuxième visionnage sera nécessaire pour certaines choses, mais c'est un kiff. Voilà, c'est pas le grand film de l'année, le chef-d'œuvre de l'année, mais je pense que tout le monde va kiffer, il mérite d'être vu. Les fans de la franchise vont être clairement fans de ce film aussi, pour le coup. Donc je pense que vous n'allez pas vraiment être déçus si vous aimez la saga, mais si vous voulez voir un film d'action un peu horrifique, vraiment réussi. Imparfait, mais il vaut le détour. Et maintenant, je vais en parler en spoiler. J'ai beaucoup aimé l'idée de commencer le film avec littéralement l'innocence de l'enfance qui est bafouée et même massacrée, les Teletubbies tout mignons sur leur petite colline et en même temps les enfants, ils sont beaucoup d'enfants en plus dans cette scène-là qui se font déchiqueter qu'on voit pas réellement. Ça faisait beaucoup penser à 28 semaines plus tard, hein, le début qui est quand même la meilleure scène de 28 semaines plus tard, mais il y avait une belle ref à ça je trouve. En même temps, ça montrait l'origin story de ce personnage-là, la religion, le côté jugement dernier. J'ai trouvé assez fou parce que tu comprends que le père était un peu fou, hein, un fanatique pour le coup, jugement dernier qu'il attendait. Et j'aime beaucoup parce que lorsque le prêtre se fait tuer, il se fait massacrer, il se sent libre. En même temps, il est un peu porté par les zombies, comme si c'était le messie, comme si c'était le sauveur. Et je pense vraiment qu'on va revoir le père ou le prêtre par la suite ou en flashback avec, je sais pas, le fils qui l'a tué. Mais je pense qu'on va revoir le prêtre parce qu'il a vraiment été, oui, monté comme ça presque par les cieux, comme la nature ou justement ses infectés. Et je trouverais ça vraiment cool en termes de mise en scène. Du coup, dès le début, j'étais en mode putain, le film va être incroyable, c'est trop bien, c'est génial cette idée et tout. Ils assument complètement le délire religieux, fanatisme et en même temps sectaire de l'œuvre. Et c'est pour ça que l'île est intéressante. C'est qu'au début, tu dis, en vrai, l'île, c'est une petite communauté, chacun a son rôle, c'est une petite commune. Voilà, c'est mignon quoi. Tu vois, ils sont isolés, c'est cool, ils ont de l'agriculture, ils ont des fruits, des légumes, ils ont des ressources, ils ont l'air de tous bien s'entendre. Il n'y a pas trop de rivalité entre les gens, ils ont leurs traditions et tout. Mais plus t'avances, plus tu te poses des questions quand même. Tu dis, ok, il y a quand même des traditions un peu bizarres, un peu étranges,
Est-ce que cette île-là n'aurait pas quelques secrets? Parce que oui, c'est une sorte de capsule de la civilisation, les adultères, quelques mensonges, la danse, ils font une soirée, tu vois, ils sont en mode ouais, c'est cool, c'est un peu ton rite initiatique, bravo Spike et tout, c'est trop bien pour toi. Mais en même temps, par rapport à certaines choses que je vais évoquer après, vous allez voir, je trouve qu'il y a un délire un peu sectaire. Mais pour l'instant, c'est pas le but du film, c'est pas de se concentrer sur ça, c'est de se concentrer sur la famille, évidemment. Et j'aime beaucoup le traitement des différents zombies. On l'a vu, ceux qui rampent, ils sont quand même dangereux, pourtant ils sont lents, mais ils sont silencieux, ils peuvent te surprendre, ils peuvent te tuer. L'idée de manger ces vers de terre et tout, et en même temps, à la fin, entre guillemets, hein, quand le zombie chope un lacet, j'ai trouvé que c'était assez intelligent, un parallèle plutôt bien réussi, mais même eux, qui sont genre l'antithèse même des zombies qui nous faisaient peur dans 28 jours plus tard, parce qu'à la base c'est ça, 28 jours plus tard ça nous est badé parce que les zombies pouvaient courir, c'était trop flippant de voir ces infectés aller vite. Et là d'introduire une sorte de zombie qui rampe et qui est lent, qui est un peu gros et tout, tu dis ouais ça va pas faire peur et tout, mais le fait de les rendre hyper silencieux et tout, bah, je trouve que c'est une bonne idée et ça montre l'évolution de différentes manières des zombies. Il y a aussi un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est cette scène là avec du coup le deuxième meurtre entre guillemets hein, de Spike, c'est que bah, littéralement c'est Prométhée qui se fait manger son foie, non pas par un aigle, parce que je crois que c'est un aigle dans la mythologie grecque, mais si par un corbeau. Il se fait littéralement manger son foie, et c'est comme si c'était une sorte de sacrifice. Prométhée, c'est lui qui a ramené le feu à l'humanité. Est-ce que ces gens-là, et on ne sait pas qui sont ces gens-là au final, parce que vous voyez, ils ont, on va dire, engravé sur lui une sorte de mot. Je crois que c'était quoi, IMM, un truc comme ça, donc c'est sûrement une autre secte, un truc comme ça, ou peut-être c'est la secte de l'île. Donc il y a encore des interrogations sur ça, ou alors peut-être j'ai mal compris un truc, mais il y a encore des interrogations sur ça. Mais l'idée de montrer des infectés, ou en tout cas un homme qui peut-être a ramené, je sais pas, le feu à l'île ou à une autre secte, être puni comme ça, comme Prométhée, il y a un truc, il y a clairement un truc derrière ça, c'est pas fait par un hasard, c'est un symbolisme qui sera peut-être décrit dans la suite des films ou qui représente au fait que maintenant peut-être cette terre appartient aux infectés et non plus aux êtres humains, parce que c'est ça un peu l'idée de Prométhée entre guillemets. Et surtout, ce qui est fort, c'est qu'il y a une phrase qui est dite par rapport au personnage de Taylor Johnson qui dit « il ne comprend pas, c'est un infecté ». Et au moment où il dit ça, il y a la caméra qui nous montre l'infecté qui respire comme s'il avait compris. Donc c'est vraiment pour moi une super introduction, on te dit « ok, maintenant les infectés comprennent, ils sont intelligents, peut-être pas tous, hein, mais ils peuvent faire face à des humains, peut-être sur le niveau de l'intellect aussi, en sachant qu'ils sont plus forts qu'eux. Ils ne fatiguent pas, ils sont entre guillemets immortels, ils ont des blessures et tout, ils s'en fichent un peu de tout ça. Donc c'est assez intéressant cette séquence-là, qui va symboliser, je pense, quand même pas mal la trilogie. Et on a cette séquence de rêve, alors c'est pas le plan que j'ai trouvé, hein, de la séquence de rêve qu'on voit, qui revient jamais. Pourtant la séquence de rêve avec la mer dans l'eau en mode sirène, qui attire et tout, elle est géniale, elle est cool, elle est vraiment bien trouvée. Dommage qu'il n'y ait plus trop de passages de rêve comme ça ou un truc par rapport à ça, mais la séquence en soi était géniale. Le fils qui a du mal à se réveiller aussi par rapport à ça. Bon, c'était une belle séquence et l'intensité de l'action de manière générale. Encore une fois, regardez ce plan vraiment voyeuriste. On dirait qu'on est un infecté qui se cache derrière le grillage, qui va les attaquer. J'aime beaucoup ce genre de choses. Mais le fait d'avoir un arc, c'est lent. Mais en même temps, bah, ça fait pas de bruit. Du coup, c'est intelligent. Le fait d'avoir cette maison qui s'écroule et tout, c'est vraiment bien. C'est cool. Les décors, la forêt, comment tu affrontes des zombies en même temps que tu veux courir. Tout ça, ils ont bien compris, je trouve, le concept, et c'est surtout l'idée de la relation qui se développe entre les deux et l'envie d'aller loin. En fait, ce début-là, il est bien parce que le fils voit une sorte d'alternative. Lui, son île ne l'intéresse pas vraiment. C'est ça qui est fort. Lui, il veut aller loin pour sauver potentiellement sa mère. Donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est le début qui, au final, est assez angoissant. La musique avec Boots et tout. Mais surtout qu'en fait, ça montre à cet enfant-là un autre monde qui est possible. Et je trouve que l'évolution par rapport à cette séquence-là, par rapport au personnage, est vraiment bien. On le voit grandir rapidement. Ses premières morts arrivent vite. Il est courageux, mine de rien. Il est modeste aussi. Pourtant, il est jeune, hein. Il a 12 piges, mine de rien. Mais surtout, ce qui est fort, c'est qu'il devient le père qui n'échoue pas. Là, le personnage d'Aaron Taylor Johnson échoue. Lui, par rapport à sa mère, il n'échoue pas. Il devient un peu le bon père de famille, tellement que sa mère pense que c'est littéralement son père, ce qui est un peu glauque et bizarre, mais c'est ça qui est intéressant, ça qui est fort, c'est qu'il devient le vrai père de famille. On voit l'amour qu'il a pour sa mère, il n'a jamais abandonné sa mère, il y a un vrai travail qui est fait par rapport à ça, et en même temps, ce qu'on remarque assez rapidement, c'est qu'il veut s'émanciper de ce cercle social, comme beaucoup des personnes de ce film, il veut s'émanciper parce que c'est pas lui. Ça colle pas à son identité, les soirées et tout, lui, il est plutôt famille et surtout sa mère, et quand il voit que son père n'est pas du tout dans la même, on va dire, vibe que lui, la même attitude que lui, bah forcément il veut quitter son père, il veut passer du temps avec sa mère et la sauver, parce que là on a créé une sorte d'espoir dans sa tête et il se dit ok, je dois et veut sauver ma mère et je peux le faire maintenant, j'ai vu c'était quoi à l'extérieur, je peux clairement le faire. D'ailleurs la fin avec sa mère, quand bah, sa mère se fait tuer de manière volontaire et il a son crâne à la fin,
extrêmement glauque, mais fort de symbolisme. Voilà, il passe à autre chose, il a sa mère entre ses mains, il a sauvé entre guillemets, il a accompli sa quête en réalité, mais c'est là qu'il comprend qu'en fait, l'île n'est pas faite pour lui et qu'il doit aller au-delà. Il se reconnaît quand même pas mal dans le personnage de Ralph Fiennes, le docteur, et en même temps, il veut partir au-delà, et je trouve que c'est un personnage assez bien réussi, et il accomplit ici son risque initiatique, et à la fin, il trouve un nouveau cercle social qui peut-être va plus lui correspondre. Et je pense que les gens à la fin sont tous des orphelins, ou alors tous des gens qui ont fugué, parce qu'il y a ce côté un peu punk, anarchiste, rebelle, on en parlera juste après. Et de l'autre côté, en fait, la mère, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est une sorte de force tranquille, malade, qui veut sauver son fils, parce qu'elle a encore l'instinct maternel, on le voit littéralement, elle est prête à sauver une infectée, hein, disons les choses, et là cet instinct-là, et elle comprend ce qu'elle a en réalité, même si elle ne savait pas qu'elle avait un cancer, elle comprend que c'est la fin, qu'elle va partir, elle trouve le courage de partir dignement avec la personne qu'elle aime à côté et quelqu'un qui l'aide, donc elle est partie heureuse, mais moi ce que j'ai vraiment adoré, c'est la manière dont on l'a montré comme un zombie du début à la fin. La première fois qu'on l'entend, elle fait du bruit à l'étage, on pense que c'est un zombie, et elle bouffe vous savez, le bacon, il y a du sang après, je crois, à côté du bacon ou un truc comme ça, ou en tout cas le mouchoir est un peu rouge, donc elle bouffe comme un zombie. À la fin, tu as la silhouette d'elle qui va partir vers sa mort, on dirait un zombie aussi, mais en même temps, à la fin, quand on a son crâne, elle est pure, elle est blanche, comme si ses péchés n'existaient plus, comme si sa maladie n'existait plus. Donc le fait de voir son crâne à la fin, j'ai trouvé fatalement touchant, mine de rien, et elle est libre. Alors libre, peut-être c'est un peu étrange, parce qu'elle est décédée, mais elle est partie heureuse, et j'aime beaucoup parce que tu as l'impression qu'elle est devenue un ange, parce que c'est un truc qu'elle cite, et elle cite le fait d'avoir un ange qui ne disparaît jamais. C'est elle qui devient un ange, du coup, maintenant, pour son fils. Je sais pas si on va revoir Jodie Comer en flashback, ou en rêve, ou un truc comme ça dans la suite, mais en tout cas, elle devient un ange, et c'est symbolisé par sa ville de naissance, ou en tout cas, sa ville d'enfance pour le coup. Mais ce symbole de l'ange, je l'ai trouvé, assez intelligent et encore une fois réconfortant. C'est ça qui est bien. Et si on parle de réconfortant, étonnamment, c'est pas lui. Étonnamment, c'est pas du personnage d'Aaron Taylor Johnson qui, lui, essaie d'être un bon père. Mais il n'y arrive pas. Il n'a pas ce qu'il faut pour être un bon père. Il sent qu'il a échoué. Mais en même temps, on lui en veut pas trop, quoi. D'un certain point de vue, on le déteste pas. Oui, l'adultère, oui, il a frappé son fils et tout, mais je sais pas, il y a une sorte de pression par rapport à lui qu'on peut un peu comprendre. Je dis pas qu'il est mec tout gentil et tout, ou tout méchant. Il y a un côté un peu moins manichéen par rapport à ça, où tu peux le comprendre, tu peux l'excuser peut-être même, mais c'est intéressant parce que le cœur est peut-être au bon endroit, mais c'est peut-être plus fort que lui, cette société, ce truc. Ça l'excuse pas tout, encore une fois, mais je dis juste que je trouve que c'est un personnage qui est intéressant, justement parce qu'il est imparfait, et je pense qu'il va vraiment vendre du rêve dans le prochain film, parce qu'il va clairement aller chercher son fils, et ça va être intéressant parce qu'on voit du coup plusieurs manières d'être un parent. Lui qui échoue d'une certaine manière, mais qui essaye, mais il était à bout, peut-être à partir d'un moment. La mère qui, elle, pour le coup, a échoué, mais c'est pas sa faute, et en même temps se rattrape à la fin. Et le personnage de Ralph Fiennes, qui est hyper glauque en réalité. Voilà, l'idée de faire un temple, de désosser les gens, c'est glauque. Soyons d'accord, c'est glauque, c'est fou. Mais il participe à un truc qui est important, mine de rien, dans une société, c'est l'hommage et le travail de mémoire. Memento mori, c'est ce qu'il dit. Il veut accepter la mort des gens, il veut l'honorer, et pour lui, même si c'est méga glauque, ce temple d'os, le Bone Temple, du coup, on imagine que c'est ça dans la suite, c'est hyper glauque, c'est hyper malsain, mais c'est important. Mais tu dis qu'il y a un truc qui est crucial dans une société et que lui garde en vie. En tant que médecin, lui, il a vu des morts. Il en a vu plein, il a vécu autour de la mort constamment. Il sait que c'est important de garder une sorte de mémoire, de souvenir des gens. Il en parle de son temple. Et je trouve ça assez intelligent, la manière dont il est à la fois glauque, bizarre, mais vraiment réconfortant, ce qui est assez unique pour ce genre de personnage. Et j'ai hâte de le voir dans la suite parce qu'il va clairement revenir. Et ce qui est intéressant par rapport à lui, c'est qu'il respecte l'alpha de sa zone. Alors, je ne sais pas si c'est exactement lui, si j'ai pris la bonne image ou quoi, peu importe. Mais en tout cas, l'alpha, ce qui est intéressant, c'est qu'il est intelligent. On le voit, il est intelligent, il est fort, il est costaud, il peut avoir un enfant. On comprend clairement que c'est son enfant qu'on voit et que du coup, l'île a kidnappé entre guillemets et il voudra évidemment avoir accès à son enfant, il va rechercher son enfant. On voit qu'il va tuer des gens, que c'est une sorte de barbarie à l'état pur. Mais je pense qu'avec les prochains films, ils vont commencer à communiquer avec les zombies. Ils vont commencer à avoir des relations avec ces infectés-là, ces infectés sous stéroïdes, presque immortels, entre guillemets. Je pense qu'une société d'infectés se construit au fur et à mesure, et c'est ça qui est flippant en réalité. Parce qu'en fait, c'est des animaux, mais c'est des animaux intelligents, de plus en plus intelligents, et ils peuvent se reproduire. Tu dis, ok, l'infection, c'est fini, mais quand est-ce qu'ils vont apprendre à nager ? Quand est-ce qu'ils vont apprendre à tous se reproduire? Est-ce que c'est juste un alpha? On dirait une meute
un peu, mais intelligente, qui peut faire des choses différemment. Et j'ai trouvé ça pas mal, intéressant. J'ai beaucoup aimé sa brutalité, sa puissance. Ça crée du cinéma quand même assez badant à certains moments. Donc je pense que c'est un personnage qui est intéressant. Et on le voit, on a l'impression que, vous savez, le personnage du coup de Ralph Fiennes, il s'est souvent caché en bas là avec son truc en métal et il est dit ok, il est safe, même si la brute veut récupérer le berserk comme ils disent, veut rentrer, il va pas y arriver. Mais là qu'il y a le bébé, il y a une motivation supplémentaire et même lui est étonné quand du coup l'alpha change de stratégie et se dit ok, non là c'est bon, il me faut mon bébé, je vais passer à un autre endroit et tout. Donc lui il est étonné, il était même prêt à mourir, tu crois un peu peut-être qu'il va mourir et tout. Donc j'ai bien aimé comment ils ont développé le personnage. Encore une fois, je trouve que c'était assez bien. Maintenant il y a des déceptions. Je trouve le personnage d'Eric vraiment insupportable. Alors je comprends, hein, c'est le but parce qu'il y a du mépris, du dédain pour les gens qui vivent ici, mais il est hyper chiant. C'est vraiment, ils en font des caisses tout le long. C'est la partie la moins subtile de l'œuvre. Alors oui, les gens vont dire la scène avec le gaz et tout, il est problématique parce que comment ils ont survécu, vous savez, l'explosion du gaz, on s'en fout. Voilà, c'est un film, on s'en fout. C'était une scène stylée, le plan était joli, on s'en fout un petit peu, le bleu était sympa. C'est pas grave ça. Mais moi, c'est Eric, c'est le personnage qui vraiment est agaçant, parce que le concept est agaçant. En fait, j'aime bien l'idée d'avoir des militaires qui patrouillent autour et qui ont décidé de faire une quarantaine autour du Royaume-Uni en disant ok, bah en fait, si quelqu'un sort d'ici, c'est la fin du monde. Ils ont bien fait de faire une quarantaine. Maintenant, dans un vrai monde, dans une vraie civilisation, je pense qu'on aiderait le Royaume-Uni. Voilà, ils sont sur une sorte de quarantaine que le monde entier regarde pendant que lui, bah, il veut être livreur. J'aimerais penser que dans le vrai monde, on aiderait les Britanniques. Mais bon, bah, voilà, on a vu qu'on n'aide pas beaucoup de peuples dans le monde. Mais surtout, moi, ce qui m'angoisse, ce qui m'énerve, c'est qu'on n'avait pas besoin de cette confrontation entre le mec qui a un téléphone, il vous remonte sa meuf, le fait de dire qu'il a des problèmes, Wall Street et tout. Bon, je trouve que c'est un truc qui n'était pas nécessaire, on a compris. J'ai pas compris l'intérêt même par rapport à ça. Je sais pas si ça aura une utilité par la suite. Oui, ça montre encore une fois le mépris et tout, mais globalement, je trouve que c'était la scène la moins intéressante. On le sait. On le sait que ce mec-là, ce gosse-là, pardon, qui a grandi dans ce monde-là, ne connaît que ça, bien sûr, qui sait pas ce que c'est Uber Eats, bien sûr. Mais on s'en fout, en fait. Enfin, je trouve, hein. Je trouve pas ça intéressant. Je trouve que c'est même le point faible du film où tu dis pourquoi faire. J'aime bien quand il montre encore une fois son mépris et il veut tuer un bébé. Ça montre son côté inhumain et c'est peut-être ça le but, hein, c'est de montrer le côté inhumain d'un mec qui vit dans le monde, on va dire civilisé, sans zombies, et de l'autre, bah, le jeune enfant qui est prêt à sauver un zombie infecté, alors que lui vit dans un monde où les zombies le tuent. Donc c'est peut-être ça le parallèle. Mais je pense que c'était plus intelligent et plus intéressant s'ils en faisaient pas des caisses sur la différence entre son monde à lui et le monde des autres. Et je trouve ça assez bizarre de dire que personne va le sauver. Mais bon, ça c'est des trucs pour avoir du film. C'est pas ça que je critique. Par contre, moi ce que je critique, c'est la scène militaire ici qui est pas terrible, je trouve pour le coup. Dans un tunnel comme ça, je pense qu'il y avait moyen de faire une scène bien plus flippante, plus angoissante, avec plus de tension, mais ils l'ont vite expédié. Ça, typiquement, on dirait une scène filmée par Alex Garland. Je sais pas comment vous expliquer, mais on dirait vraiment que c'est Garland qui a filmé ça, qui l'a mis, et ça faisait complètement déconnecté du reste du film, que ce soit cette scène ou la scène avec les militaires. Donc, moins fan de cette séquence-là, moins intéressante, et elle faisait pas assez monter la sauce. Mais si on parle des scènes de fantasy, il y en a deux qui sont vraiment pas mal, sans parler du rêve que j'évoquais tout à l'heure. C'est celle où, justement, l'alpha essaie de pourchasser, on va dire, Spike et son père, mais il y a plein de corbeaux. Voilà, le corbeau, c'est un signe aussi symbolique dans beaucoup d'œuvres, par rapport à la mort, par rapport aux choses qui arrivent, qui sont négatives. En même temps, il y a les aurores boréales qui montrent une sorte de beauté, et cet alpha qui court en ligne droite, lui qui se trompe pas, qui va tout droit, pour une volonté précise. On sait pas ce que c'est exactement, c'est pour tuer ou pas, peu importe, mais c'est une scène qui était plus dans le monde de la fantasy, avec des couleurs, bon c'était en studio, hein, pour le coup c'est logique, c'est normal, mais de belles couleurs, un peu différentes, très peu réalistes par rapport au reste du film qui est beaucoup plus terre à terre, et aussi la scène des lucioles et des braises à la fin où justement sa mère est en train de littéralement mourir et on sait qu'elle se fait aussi brûler, donc on a l'impression qu'en fait il y a son corps qui est en train d'être emmené dans le ciel par rapport à ces braises, il y a cette presque toupie de flammes autour de lui. Bon, c'est une belle scène que je trouve jolie. J'ai pas trouvé de plan évidemment de cette séquence-là qui est encore plus fantaisiste, mais j'ai bien aimé parce que ça représentait plus un symbole qu'autre chose et j'ai trouvé que c'était bien trouvé, assez intelligent, mine de rien. Mais maintenant, moi j'ai une question quand même, vous pouvez me répondre à ça. On est d'accord que là, c'est le délire sectaire de l'île. Ça, il y a des flashs plusieurs fois sur ce personnage-là, ou en tout cas le masque, parce qu'il y a plusieurs fois, hein, on va dire, ce masque ou ce visage qui apparaît dans l'œuvre de manière générale, mais il y a un côté très sectaire par rapport à qui est-ce qu'ils ont tué? Qui est-ce qu'ils ont sacrifié? Qu'est-ce qui s'est passé ici?
Parce qu'on sent que Lil a un passé. Parce que là, c'est sur Lil, hein, pour le coup. On sent que Lil a un passé. Pourquoi il déteste ces gens? Qui sont ces gens? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une sorte de prophète peut-être qui s'est fait tuer. Il y a un vrai symbole derrière tout ça. Qui sont-ils? Moi, je pense que Lil, il y a un truc qui cloche. Je pense que c'est le but de l'œuvre de nous dire qu'il y a un truc qui cloche. Et je pense que Lil est bien plus néfaste, avec bien plus de secrets que prévu. Pour le coup, c'est peut-être aussi pour ça que le père, Aaron Taylor Johnson, n'est pas si bon que ça. C'est peut-être qu'il connaît la vérité, ça le traumatise. On sait que la leader, bon, elle pense à son peuple, sa communauté, mais il y a un truc un peu louche par rapport à ça. Peut-être je me trompe, peut-être c'est un truc qui n'a rien à voir, peut-être c'est une autre secte, un autre truc, mais Lil, je fais pas confiance. Personnellement, je fais pas du tout confiance. Ils ont cette haine envers, peut-être c'est juste un masque, hein, j'en sais rien, mais il est trop singulier et unique pour être juste un masque, d'après moi. Donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Et la fin, désolé, hein, j'ai pas d'autres plans de la fin pour le coup. J'aime bien parce que c'est une vraie fin. Genre l'intrigue se conclut par rapport à la famille, par rapport à sa mère, l'enfant qui veut fuguer. Il trouve cette nouvelle famille, du coup on imagine. L'ambiance est complètement différente. Et je trouve ça très particulier et très bizarre de finir le film, qui était quand même sur un message de, voilà, plus symbolique et touchant vers la fin avec la mort, le deuil et tout, de passer dans un truc presque anarchique, punk, fun, où les gens ils ont même pas de gun, ils commencent à tuer des zombies avec des lances et des trucs comme ça. Jack O'Connell, j'adore, hein, on l'a vu dans Sinners et tout, il était génial. Il joue du coup le mec qu'on voit au début avec sa chaîne bling bling et tout. Le côté religieux bling bling, moi il me fait marrer parce que c'est le délire un peu anarchiste. Tu vois, c'est un mec, il a perdu foi en la religion, son père est très prêtre et tout, et d'un coup il se rebelle. Tu vois, c'est un mec qui a pas eu d'enfance en réalité, c'est un mec qui a pas eu d'adolescence, du coup il se rebelle, il est resté ado toute sa vie. Moi je le vois un peu comme ça. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Pour le coup, moi ça me donne vraiment envie. Je suis peut-être pas spécialement fan du côté punk anarchiste à la fin, de la manière dont c'est fait et présenté, et je suis un peu inquiet pour l'ambiance du prochain film, honnêtement, parce que j'ai peur que ce soit un peu trop comique, mais ça donne un petit peu envie, parce que ça envoie la saga dans une direction un peu différente, et je pense que les 3 et du coup 4 films vont être fondamentalement différents. Et c'est ce qu'on veut, en réalité, on veut que les choses changent, pas se taper le même film constamment, on veut qu'il y ait une évolution, et je pense que ça peut le faire, et je pense que même thématiquement, ça sera différent. Et le fameux Bone Temple, on imagine que c'est ça. Quelle importance dans l'œuvre, du coup? Voilà, c'est quoi le fameux Bone Temple? Est-ce que c'est ça ou pas du tout? Pourquoi il s'appelle comme ça le prochain film et tout? Et la question que beaucoup de gens se posaient, est-ce qu'il y a Cillian Murphy dans le film? Vous l'avez vu, il n'est pas présent. Cependant, j'avais un petit doute à partir d'un moment, parce que vous savez, quand il y a ce plan sur la main, du coup, du personnage de Jodie Comer, la mère, il y a une sorte de respiration, alors, je vais dire un truc de fou, hein, mais on dirait la respiration de Cillian Murphy. On l'a vu, hein, je vous ai montré des images, comment ils ont filmé à l'iPhone, on a vu que dans la scène, c'était pas Cillian Murphy. Mais ça peut être Cillian Murphy. Pourquoi est-ce qu'il aurait, je sais pas, une enfant qui a 35 ans alors que 28 ans plus tard? Peut-être il a adopté, peut-être, j'en sais rien. Mais à la base, je me disais ça, peut-être c'est lui. Maintenant, je pense que c'est pas lui, pour le coup, et je pense qu'il sera à peine présent l'an prochain. Je pense qu'il sera présent uniquement dans le 3e, mais j'ai quand même un doute, sans déconner, hein. J'ai quand même un doute et je me dis, est-ce qu'ils l'ont pas coupé au montage? Je me demande si c'était pas des discussions qu'ils ont eues en interne, en se disant, ok, pour le marketing, on peut pas mettre Cillian sur le marketing parce que du coup ça va gâcher son apparition, mais en même temps si on met Cillian, il y aura du monde, mais si on met Cillian et on le met pas beaucoup dans le film, les gens seront déçus. Je pense qu'il était peut-être un peu coupé au montage, j'en sais rien, c'est ma théorie, je pense qu'il était coupé, je pense qu'il s'est passé un truc par rapport à ça, mais en tout cas moi je le vois comme ça, il sera, je pense, le cœur du 3e film. Dans le 2e, je m'attends pas à le voir du tout, ou alors très très peu. Je pense que dans le 2e il sera là pour le coup, mais à la fin, et je m'attendais peut-être à le voir à la fin du 1er, genre au lieu d'avoir Jack O'Connell et son personnage avec son truc bling bling, je m'attendais à voir Cillian, mais c'est bien plus logique d'avoir du coup l'enfant du début du film, évidemment. Mais là c'est vrai que je pense que le 2e il sera à peine présent. Et le 3e sera son film avec Spike et peut-être Jack O'Connell, et peut-être voilà, ils vont faire une sorte de mini Avengers de ce 28 ans plus tard et cette saga. Donc j'ai envie d'y croire un petit peu. Normalement 28 ans plus tard, ça sera pour, enfin le 3e, ça sera pour 2027, à voir. Mais tout dépend du succès de ce film. Voilà, c'est qu'un budget de 60 millions ou 75, ça dépend des estimations. Je pense que si ce film marche bien, le 2e va bien marcher. Le 3e, d'après moi, va se faire. Et maintenant, Cillian Murphy, c'est pas n'importe qui, hein. Voilà, Cillian Murphy, maintenant, il est oscarisé, il fait des films qui rapportent en théorie. À l'époque, quand il a fait ce film, il n'était pas connu. Personne ne le connaissait, il a fait quelques petits films. Maintenant, c'est une star planétaire, c'est une star mondiale, tout le monde le connaît. C'est un mec qui fait des projets hyper intéressants, qui peut choisir ses projets, les gens l'aiment maintenant. Donc s'il est dans le 2e, le 3e, ils vont le vendre comme un énorme truc. Je pense d'après moi, la conclusion, une saga, un truc de fou. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et dites-moi en fait dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Vous savez ce que moi j'en ai pensé. J'ai passé un très bon moment devant, je le conseille, c'est un bon film et j'ai envie d'avoir le vôtre dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu, Spotify, TikTok, Instagram ou Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.